Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julie. Julie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors du coup, moi, c'est Julie Carian, je suis docteur en nutrition et j'ai créé une activité et une plateforme en général pour accompagner les familles dans la diversification alimentaire et l'alimentation des jeunes enfants en général. Ok. Pierre, présentation. Oui, moi je suis kiné et ostéo sur Montpellier. Ok. Et moi, c'est Maxime, donc je suis kiné dans les environs de Nice. Aujourd'hui, Julie, on t'a invité parce qu'en tant que parents et futurs parents, pour Pierre et moi, par exemple, on a tous l'envie d'apporter le meilleur à nos enfants pour qu'ils soient effectivement en bonne santé, que ce soit maintenant ou plus tard. Et en fait, en discutant avec toi, on va se rendre compte qu'on peut les accompagner dès le plus jeune âge à bien manger. Le plan, ça va être, on va commencer par discuter de l'apport lacté du nourrisson et ensuite de la diversification alimentaire. Et en fait, on verra que pendant ces étapes, on peut accompagner l'enfant pour qu'il respecte ses sensations et ses besoins, notamment par l'autonomisation, pardon. Et ça, en fait, c'est un sujet qui tient à cœur, de ce qu'on a compris, et tu nous expliqueras ça plus en détail. Tout à fait. C'est bon? Ouais. Allez, ouais, et aussi juste l'idée, c'est que aujourd'hui, en fait, les parents et futurs parents, on ait quelques clés pour aller dans ce sens de l'autonomisation, rester des sensations, etc. Et que toi, tu puisses nous donner quelques clés pour qu'on puisse s'informer un peu plus sur le sujet. Donc, est-ce qu'on peut commencer par l'apport lacté du nourrisson? Ouais, super. Allez, à toi. Alors du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le lait, c'est l'aliment essentiel pour le bébé dès la naissance. Et en fait, ça va même rester l'aliment principal jusqu'à 1 an. Donc aujourd'hui, on commence la diversification entre 4 et 6 mois en général. Et on va dire jusqu'à cet âge-là, le lait couvre 100% des besoins nutritionnels de l'enfant. Mais à partir du moment où on démarre les aliments, il faut le conserver en base. C'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui va continuer à nourrir l'enfant pendant qu'il découvre les premiers aliments et jusqu'à ce qu'il soit capable de manger une alimentation de table variée comme nous. Donc bien sûr, on parle de lait maternel ou infantile. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui peut couvrir les besoins nutritionnels du bébé. Donc c'est vraiment important de bien comprendre que si on n'allaite pas ou qu'on ne tire pas son lait, il faut absolument se diriger vers une préparation pour nourrissons, dit lait infantile. Ok. Est-ce que, donc là, on parlait d'allaitement. Est-ce qu'il y a des alternatives à l'allaitement? Bah, en fait, l'allaitement, on va dire le lait maternel est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant d'un point de vue nutritionnel et aussi à d'autres niveaux, puisqu'aujourd'hui on sait que ça prévient certaines pathologies, que ce soit chez l'enfant mais aussi chez la mère. Maintenant, dans la société dans laquelle on est, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'allaiter, surtout quand on reprend le travail parfois à 2 mois et demi, 3 mois en postpartum. Donc c'est vrai que aujourd'hui, bah, la première alternative qui est souvent choisie par les mamans qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas allaiter, c'est le lait artificiel justement, donc les préparations pour nourrissons. Moi, j'aime bien expliquer aux mamans aussi qu'on peut tirer son lait si on ne veut pas, par exemple, mettre son bébé au sein ou que ça devient trop compliqué ou que par rapport à la séparation et notamment pour aller travailler ou autre, on peut tirer son lait. Comme ça, on va apporter l'effet bénéfique du lait maternel au bébé sans passer par le lait infantile. Et voilà, ça peut permettre d'avoir une alternative. Après, il faut être suffisamment informé et je dirais courageuse pour tirer son lait dans un moyen long terme. Et ouais, ouais, on va dire que la société ne facilite pas la vie, enfin, surtout à vous, les mamans. Et Ouais. la différence, selon toi, majeure entre le lait maternel et le lait artificiel, ce serait quoi? Bah alors, en fait, le lait maternel, c'est vraiment ce qui est conçu dans la nature pour le bébé humain. Donc, il n'y a rien de mieux aujourd'hui que le lait maternel. Ça, c'est une certitude. Et notamment parce que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut d'un point de vue nutritionnel, mais il y a aussi des cellules vivantes, en fait, des éléments qui vont être vraiment intéressants au niveau de l'immunité de l'enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sait que si le bébé est allaité, que ce soit 3 jours ou même 6 mois, il y a vraiment un impact bénéfique sur sa santé et notamment sur l'immunité. Maintenant, ça, c'est des choses qu'on peut pas trouver dans le lait infantile. En fait, dans le lait infantile, il y a des nutriments qui vont nourrir l'enfant, mais il y aura pas d'éléments vivants qui peuvent vraiment venir impacter à ce niveau-là. Et les éléments vivants, il y a des probiotiques. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail?
Alors, en fait, il y a plein de choses, hein. Dans le lait maternel, il y a plein de molécules différentes, que ce soit en fait des anticorps, par exemple. Et on sait même que, par exemple, quand la maman récupère, en fait, quand par exemple le bébé est malade ou que la famille est malade, la maman va produire les anticorps qui vont servir à se défendre contre telle maladie. Pour le bébé. Donc on voit par exemple quand on tire son lait, le lait va changer un petit peu de couleur et d'aspect et les analyses faites montrent qu'il y a des anticorps spécifiques pour la pathologie qui est dans le foyer, pour venir prévenir la maladie chez l'enfant et l'aider à combattre ça. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais après, il y a plein d'autres choses. Et en fait, dans le lait, en général, des mammifères, chaque mammifère va produire des facteurs de croissance et autres cellules et intéressantes, on va dire, pour l'enfant qui l'allait. Donc, c'est vrai que le lait maternel est fait pour le bébé humain et c'est pas du tout la même chose dans le lait de vache. Même si aujourd'hui, c'est la première alternative que l'on a quand on n'allait pas. Et heureusement qu'il y en a une parce que c'est vrai que c'est pas évident pour toutes les mamans d'allaiter. Et il y a aussi des mamans qui ne souhaitent pas allaiter. Oui, de toute façon, l'idée, c'est pas d'avoir un discours culpabilisant quant à l'alternative à l'allaitement. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tous les parents savent que l'allaitement est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Maintenant, quand on décide de ne pas allaiter ou qu'on ne peut pas allaiter, parce qu'il y a aussi toutes les mamans qui n'arrivent pas à allaiter, alors qu'elles ont très envie, parce qu'il y a clairement un manque d'informations sur le sujet aujourd'hui, que ce soit en amont de l'accouchement ou même dans les maternités. Clairement, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'informations trop d'informations des fois qui tuent l'information aussi et c'est vrai qu'il y a plein de mamans qui ont très envie mais qui n'y arrivent pas, elles ne sont pas assez soutenues, pas assez informées et du coup elles n'ont pas d'autre choix que de passer sur une alternative quoi. Au niveau des techniques pour aider à l'allaitement, le tire-lait, ça semble être quand même un moyen technique qui permet de stimuler et d'aider à sauver l'allaitement dans certains cas. Ouais. Du coup, à la maternité, déjà dans les 3 premiers jours, on voit beaucoup de mamans qui doivent sortir le tire-lait justement pour venir aider à la montée de lait parce qu'on a une certaine quantité de bébés qui n'arrivent pas à téter correctement ou on n'arrive pas à les positionner correctement. Donc, c'est vrai que ça aide déjà au lancement de l'allaitement, ça c'est assez fréquent, il faut le savoir. Ça ne veut pas dire que derrière on utilisera le tire-lait tout le long de l'allaitement, mais c'est vraiment pour lancer la machine. Et après, c'est vrai que dès qu'il y a une petite difficulté dans la vie de l'allaitement, souvent on va se servir du tire-lait pour stimuler. Par exemple, quand on a des bébés qui décident de dormir 12 heures la nuit à un mois et que on a une baisse de lactation, on peut venir stimuler au tire-lait pour ne pas réveiller le bébé. Voilà, il y a plein de moments finalement où on va se servir du tire-lait pour venir relancer à chaque fois qu'il y a une petite baisse. Parce qu'il faut savoir que l'allaitement, ça fonctionne vraiment avec le principe de l'offre et de la demande. Plus le bébé tète, plus le corps produit de lait et inversement. Donc quand le bébé ne fait pas le job, que ce soit parce qu'il est malade, parce qu'il n'est pas là ou autre, il faut venir stimuler les seins avec autre chose et le tire-lait est bien pratique pour ça. Ok, génial. Ok. Sur les RGO, coliques, est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place quand on allaite pour pouvoir remédier à cela? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a moins de RGO, donc reflux gastro-œsophagien chez les bébés allaités que chez les bébés au lait artificiel. C'est assez facile à comprendre, le lait maternel se digère beaucoup plus facilement que le lait artificiel. Après, il y a aussi une notion importante, c'est que quand on allaite le bébé, notamment quand on fait un allaitement exclusif au sein, le bébé, il est vraiment à la demande. En fait, on allaite aujourd'hui à la demande, c'est-à-dire que le bébé vient téter quand il a besoin, il s'arrête quand il n'a plus faim, il s'arrête quand il est plein, etc. Chose qui est beaucoup plus difficile à respecter quand on donne un biberon. Donc c'est vrai que c'est très différent et souvent on a beaucoup moins de problèmes sur l'allaitement au niveau du RGO parce que les bébés s'écoutent mieux et donc déjà ne vont pas venir trop remplir leur estomac, ne vont pas venir tirer sur l'estomac. Donc ça c'est déjà bien, mais il existe aussi des bébés allaités qui ont des reflux. Il y a 2 principales causes à ça. La première c'est l'allergie aux protéines de lait de vache, puisqu'en fait, c'est l'allergie la plus fréquente chez les nourrissons aujourd'hui. Et les mamans qui allaitent et qui consomment des produits laitiers, en fait, les protéines de lait de vache vont passer dans le lait maternel et donc vont être ingérées par l'enfant. Et donc, dans certains cas, l'enfant il est allergique. Et du coup, un des premiers symptômes de l'allergie aux protéines de vache, c'est les reflux. Souvent, c'est associé à de la constipation et ou de l'eczéma chez l'enfant. En tout cas, pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de faire une éviction, c'est-à-dire que la maman ne consomme plus du tout de protéines de lait de vache.
Et généralement, quand c'est ça le problème, eh ben, on voit rapidement une évolution chez l'enfant qui va beaucoup mieux. Ça, c'est la première cause vraiment qu'on voit très fréquemment. Et après, la deuxième principale cause de reflux aujourd'hui, c'est, en tout cas pour les bébés allaités, c'est les troubles de la succion déglutition. Donc, c'est des bébés qui vont téter d'une certaine manière, qui fait que ils vont prendre un peu d'air ou ils vont déglutir d'une certaine manière, qui fait que après ils vont avoir du mal à digérer. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est assez difficile à diagnostiquer aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de professionnels formés sur le sujet. Mais quand on voit le bon professionnel qui est formé là-dessus et qui le diagnostique, on peut travailler dessus. On va faire travailler en fait la mobilité de l'angle, la position de la mâchoire, etc. Donc voilà, après, ça c'est assez complexe, mais en tout cas, c'est vraiment la deuxième piste à explorer si l'allergie aux protéines de vache n'est pas en cause. Ok. Pour ces problèmes de langue, c'est le pédiatre qu'on doit aller voir quand Alors, si on suspecte ça. Ça serait génial. En fait, ça serait génial si tous les pédiatres étaient formés et pouvaient diagnostiquer, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y en a très peu en fait qui sont ne serait-ce qu'informés correctement sur le sujet. Et pour les diagnostiquer, c'est hyper compliqué. Nous, par exemple, sur la plateforme, sur nos accompagnements, on voit énormément de bébés avec des reflux et on n'est pas capable de le diagnostiquer. C'est pas notre métier. Par contre, aujourd'hui, on sait, on connaît les signes d'alerte et on va pouvoir réorienter. Donc, généralement, quand on est sur un bébé allaité, on va réorienter vers une consultante en lactation qui est formée aux troubles de la succion déglutition. En France, il y a 2 formations qui existent sur le sujet, donc il n'y a pas beaucoup de professionnels formés, mais on en a quand même quelques-uns un peu partout. Donc, il faut vraiment aller voir ces professionnels-là. Donc, soit une consultante en lactation, soit on peut voir aussi des orthophonistes. Parfois, il y a des kinés ou des ostéos, des chiro aussi qui sont formés sur le sujet. Donc, il faut trouver un professionnel formé et c'est ça le plus compliqué. Parfois, le pédiatre sait et connaît des professionnels qui peuvent diagnostiquer. Parfois, c'est pas le cas. Et puis, il y a le diagnostic, mais il y a le suivi derrière, en fait. Parce que trouver quelqu'un pour diagnostiquer, on peut assez facilement le faire si on se renseigne, mais derrière, il va falloir faire un suivi pour travailler justement sur la mobilité de langue et compagnie. Et là, il va falloir faire plusieurs séances. Et parfois, ça demande aux familles de faire 1 heure de trajet par semaine pour avoir quelqu'un de compétent qui peut travailler sur le sujet avec le bébé, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des labels de praticiens que tu pourrais conseiller comment on s'y retrouve dans tout ça? Alors, nous, on a l'habitude de conseiller 2 annuaires en particulier qui sont accessibles à tous sur Internet. C'est l'annuaire de l'Institut au sein en douceur et l'annuaire de Chirobliss, en fait, qui sont les 2 formations en fait, c'est des formations sur le frein lingual restrictif et toutes les affections liées. Donc, c'est souvent des professionnels qui sont vraiment compétents sur cette partie-là et qui ont étendu, en fait, leurs compétences à ce niveau-là. Donc, très souvent, dans ces 2 annuaires, on trouve quelqu'un de compétent qui va pouvoir diagnostiquer et suivre le bébé derrière. Après, il faut savoir que ce sont des problématiques en plus qu'on ne peut pas ignorer parce que même si on arrête d'allaiter, par exemple, c'est compliqué, on arrête d'allaiter, c'est souvent ce qui se passe. Derrière, ce sont des problématiques qui vont revenir pendant l'alimentation de l'enfant. Un enfant qui a un frein restrictif lingual, c'est-à-dire qu'il y a le fil en fait sous la langue qui restreint la langue, c'est-à-dire qu'il la force à rester au plancher au lieu d'être en l'air. Et en fait, ça va être problématique pour la tétée, mais aussi pour l'introduction des textures après au niveau de l'alimentation, parce que c'est des enfants qui n'arriveront pas à monter la langue au palais correctement et donc à écraser les aliments correctement. Souvent, ils auront beaucoup de gag réflexes, donc de réflexes nauséeux quand ils vont commencer à manger, et la mastication peut être difficile chez ces enfants-là. Ça a aussi un impact sur l'émergence du langage, parce que si la langue elle n'est pas assez mobile, elle peut pas sortir les bons sons. Et même au niveau postural et tout, il y a plein de problématiques liées à ça. Au niveau de la respiration aussi, si la langue elle est tout le temps en bas, elle va mal se positionner dans la bouche et le bébé va respirer principalement bouche ouverte. Donc il y a plein de petites problématiques qui peuvent être liées à ça et qui sont gênantes à différents niveaux du développement de l'enfant. Donc nous, on incite vraiment les gens à faire ce qu'il faut pour trouver un professionnel compétent. Mais c'est vrai que c'est une des problématiques qu'on a sur le terrain, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est difficile, quoi. Sur les choix de la qualité du lait infantile, la quantité et la qualité. Ouais. Alors en fait, dans l'allaitement, au début, l'estomac du bébé il est tout petit, donc vraiment les premiers jours c'est 3-5 ml et puis après 10 puis 15 par tétée, donc c'est vraiment tout petit. Ça progresse petit à petit pendant grosso modo le premier mois ou les 2 premiers mois, ça dépend des enfants,
pour aller se stabiliser entre 80 et 150 ml par tétée. Donc en fait, les bébés, passé le 2e mois, tètent tous entre 80 et 150 ml par prise en moyenne, qu'ils aient 6 mois ou 3 ans. Donc ça, aujourd'hui, on le sait et c'est hyper intéressant parce que justement, c'est ce qui nous a permis de comprendre que quand on donne un biberon de 210 ml à un bébé, c'est normal que ça ressorte en fait. Donc ça, c'est une réelle problématique que l'on a tous les jours sur le terrain parce que sur les boîtes de lait infantile, il est conseillé de monter de plus en plus et d'atteindre 210, 240, voire plus par biberon. Et ça, c'est une réelle problématique parce qu'on sait que l'enfant de 6 mois environ, il a un estomac qui fait à peu près 150 ml. Donc, venir lui donner un biberon de 240, c'est une aberration, ça va déborder dans l'œsophage et donc forcément, ça remonte, ça irrite et c'est ce qui va créer des reflux et parfois même une œsophagite. Donc ça, c'est une réelle problématique. Donc nous, on conseille, et il y a tout simplement l'ANSES qui a écrit un rapport à ce sujet-là et qui a expliqué qu'en fait, on devrait donner le lait aux bébés nourris au lait infantile exactement de la même manière que les bébés allaités, c'est-à-dire avec des prises fractionnées aussi souvent que nécessaire et donc venir proposer régulièrement dans la journée des petites quantités, entre guillemets, de 80 à 150 ml en fonction des bébés. Donc nous, c'est comme ça qu'on travaille et on remarque que comme ça, il n'y a pratiquement pas de reflux. Et que quand il en reste, c'est une allergie aux protéines de lait de vache. Mais globalement, ça enlève 80% des reflux chez les bébés au biberon de donner des petites prises régulières. Alors, c'est vrai que c'est pas dans les habitudes aujourd'hui et c'est ça aussi la problématique, c'est que les parents sont habitués à donner 4 biberons dans la journée et voilà, sauf qu'en fait, ça ne correspond pas à la physiologie de l'enfant et forcément, c'est un peu plus embêtant et contraignant de venir donner 6 à 8 biberons dans la journée. Mais en réalité, on devrait tous faire comme ça. Et nous, il y a notamment une méthode qu'on conseille à tous les parents qui donnent le biberon, que ce soit du lait maternel ou du lait infantile à l'intérieur, c'est de pratiquer la méthode du pace bottle feeding. C'est une méthode en fait qui permet de donner le biberon d'une certaine manière, c'est-à-dire en fait on va positionner le biberon à l'horizontale et le bébé doit vraiment être tété, en fait, être vraiment acteur de sa tétée pour que le lait arrive. Ça ne coule pas tout seul. Contrairement à la position classique, voilà. Contrairement à la position classique où souvent le bébé est en semi-allongé et le lait coule tout seul dans sa bouche. Mais c'est ça le problème, c'est que du coup ça va trop vite, le débit est trop important et le bébé en fait a trop de lait. Et le problème c'est que à force d'avoir trop de lait au quotidien, l'estomac s'étire, le bébé se détache progressivement de ses sensations de faim et de satiété et finit par faire confiance à l'adulte sans se demander s'il a encore faim, s'il a encore de la place. Donc ça, c'est une réelle problématique et nous, on incite vraiment les familles à pratiquer le pace bottle feeding et dans cette méthode, on conseille de ne jamais dépasser 120 ml sur les premiers mois. Donc vraiment de rester entre 90 et 120 par prise et de laisser le bébé téter aussi souvent que nécessaire pour venir chercher son pool de lait sur la journée, quoi. Enfin sur les 24 heures, parce qu'au début, même souvent, il tète la nuit aussi. Ok, top. Donc ça, c'était sur la quantité, quand il y a du lait de substitution. Et souvent aussi, le problème que rencontrent les femmes qui veulent allaiter, c'est les douleurs au niveau du sein qui les empêchent de pouvoir poursuivre normalement leur allaitement. Les conseils là-dessus pour lutter contre les crevasses ou irritations au niveau du sein, quels seraient? En fait, aujourd'hui, les professionnels de l'allaitement sont tous unanimes. Quand il y a une douleur, c'est pas normal. Donc, en fait, quand la maman a des douleurs, des crevasses, même des engorgements à répétition, par exemple, on sait aujourd'hui que c'est parce que le bébé ne tète pas comme il faut pour que la maman n'ait pas ça. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est voir une consultante en lactation, idéalement certifiée IBCLC. Je dirais c'est les professionnels qui ont le plus d'heures d'enseignement et de pratique sur le sujet. Et souvent, ce sont des personnes qui ne font que ça au quotidien. Donc, c'est-à-dire que la nana, elle passe toutes ses journées à voir des seins, des mamelons et des bébés. Donc, en fait, elles ont une expertise qui est bien plus élevée que le pédiatre ou la sage-femme qui va voir beaucoup d'autres choses aussi. Donc, vraiment, faire une consultation avec une consultante en lactation, ça permet de trouver d'où vient le problème et de le régler rapidement pour que justement la maman n'ait pas de douleur et puisse allaiter confortablement. En tout cas, moi, la première, sur mon premier, j'ai eu beaucoup de douleurs. On me disait c'est normal et non, en fait, j'ai bien compris avec l'expérience professionnelle que ce n'est pas normal et que quand c'est normal, la maman, elle a pas mal, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait donner ces douleurs au niveau du sein? En fait, c'est très souvent des troubles de la succion déglutition. C'est des bébés, en fait, qui pincent le sein, qui sont pas bien positionnés sur le mamelon. Alors, je dirais que c'est normal, entre guillemets, les premiers jours, il y a quand même une quantité de bébés qui, après l'accouchement, sont un peu assommés, ont un peu du mal
à téter de manière très efficace et donc ils peuvent pincer facilement ou mal positionner en tout cas la bouche sur le sein. Mais il y a aussi toutes les injonctions sur l'allaitement aujourd'hui où on impose des positions aux femmes, où on leur dit ce qu'il faut ou ne pas faire, alors qu'en fait, ça devrait être plus instinctif. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que les mamans qui allaitent chez elles, tranquillement, et en suivant plutôt leur instinct de mère, souvent ont moins ces problématiques-là. Et notamment, il y a une professionnelle qui s'appelle Susan Colson qui a mis en avant la méthode, la position, on va dire, du biological nurturing, qui est en fait une position instinctive que la mère va prendre avec son bébé et qui peut être différente d'une femme à l'autre en fait et qui colle vraiment avec le binôme maman-bébé qui est vraiment propre à cet enfant-là et à cette maman, à la forme du sein de la maman, à comment a été positionné le bébé dans le ventre et tout ça. Et en fait, elle incite vraiment les mamans à se faire confiance et à se positionner vraiment confortablement déjà elles et venir positionner leur bébé contre elles comme ça leur semble le mieux. Et en quelques jours, normalement, elles arrivent à trouver la position ou les positions qui leur vont bien. Et donc, souvent, on a moins de problématiques de position de bouche sur le sein, etc. Puisque finalement, ça fait, le bébé s'écoute mieux et la maman aussi, quoi. Ok, faut laisser faire la nature, quoi. Hein. Ouais, après, la théorie c'est joli, mais dans la pratique ça se passe pas, c'est pas facile quoi. À la maternité, en fait, on a 50 personnes qui viennent frapper à la porte toute la journée et la nuit pour nous dire il faut le mettre comme ci, il faut le mettre comme ça, là il fait pas ci, il fait pas ça. Et en fait, on a tendance très rapidement à perdre notre confiance en soi. Et voilà, même pour un deuxième enfant ou troisième enfant, hein, on a beau savoir, en fait, c'est difficile de s'imposer en tant que maman. Et c'est vrai que moi, la première, j'ai eu beaucoup de mal à m'imposer, même sur un choix de tir-allaitement qui était vraiment un choix de ma part pour le deuxième. On est venu me demander 50 fois pourquoi je ne mettais pas au sein et on est venu 50 fois me dire il faut le mettre au sein. Alors que j'ai dit clairement 18 fois non, en fait, j'ai décidé de tir-allaiter. Donc c'est quand même assez difficile, je trouve, quand on est maman, en tout cas dans le milieu hôpital, clinique, tout ça, je trouve que c'est difficile de s'imposer et de s'écouter, quoi. Et quand tu parles de tir à l'été, ça veut dire que tu utilises le tire-lait et ton enfant, tu ne le mettais pas directement au sein, c'est ça? Exactement, Si exactement. En fait, le tir-allaitement peut être une solution pour aider à l'allaitement ou pour quand la maman est séparée de son bébé, par exemple, quand elle part travailler. On sait que dans les premiers mois, si la maman part travailler toute la journée sans allaiter, en fait, ça va pas le faire. Il faut absolument qu'elle vide ses seins. Enfin, on dit vider, mais c'est pas du tout un bon terme. Il faut qu'elle draine en fait ses seins et qu'elle continue à stimuler la lactation pendant qu'elle n'est pas avec son bébé pour que la lactation se maintienne. Et il faut que le bébé ait de quoi se nourrir en parallèle. Mais on peut aussi utiliser le tire-lait par choix ou par obligation pour certaines mamans, puisque par exemple, quand on accouche d'un bébé prématuré qui parfois est en néonate et qui ne peut pas téter correctement, efficacement auprès de sa maman, qui parfois n'est même pas avec sa maman, si les mamans veulent allaiter, il faut bien lancer la machine d'une manière ou d'une autre. Et bien souvent, elles se retrouvent tire-allaitante exclusif pendant les premières semaines, pas vraiment par choix. Donc c'est vrai que d'autant que chez les bébés préma, on sait que le bénéfice du lait maternel il est énorme. Et d'ailleurs, les mamans qui qui tirent leur lait peuvent faire des dons pour les bébés préma qui ont vraiment besoin de lait maternel. Et si c'est pas celui de leur maman, ils auront du lait qui a été poulé par les lactariums. Donc voilà. Après, il y a des femmes qui, comme moi, décident de tir-allaiter, c'est-à-dire pas mettre leur bébé au sein ou pas souvent par choix. Alors ça peut être pour différentes raisons, mais en tout cas l'idée c'est de tirer son lait pour venir donner le lait qui correspond vraiment à son bébé, mais ne pas venir mettre son bébé au sein. Donc on peut tout à fait le faire. Ça demande autant d'énergie que d'allaiter au sein puisqu'il faut tirer son lait 8 à 12 fois au début par 24 heures, y compris la nuit, mais en tout cas c'est tout à fait possible de le mettre en place. Ok, bon, c'est très clair. Et pour s'y retrouver dans les praticiens IBCLC, n'importe qui peut se former ou c'est des professionnels de santé obligatoirement? Alors, de mémoire, ce sont des professionnels de santé à la base, mais je ne suis pas sûre. Et surtout, il y a un annuaire, en fait. En tout cas, la formation est assez coton. Il y a vraiment beaucoup d'heures et surtout, elles doivent faire plein d'heures de pratique derrière pour valider leur diplôme. Donc, en fait, c'est assez facile de les trouver. Il y a sur le site des consultants en lactation, c'est un site international, il y a l'annuaire complet. Donc, en tout cas, c'est rare de tomber sur une consultante IBCLC qui n'est pas compétente, quoi. D'accord, très bien. Ok. Autre chose à nous rajouter qui pourrait être intéressant sur l'apport lacté et nutrition? Je pense que c'était assez complet.
Ouais, On c'était peut- assez compliqué. on- Ah, tout à l'heure, tu m'as demandé par rapport à la qualité du lait, enfin, comment choisir un lait infantile. Globalement, j'ai pas répondu. En fait, c'est une question qu'on me pose tout le temps. C'est délicat d'y répondre parce que, en fait, tous les laits infantiles sont standardisés, c'est-à-dire qu'ils apportent tous la même quantité d'énergie, de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, etc. Donc, tous vont faire grossir l'enfant de la même manière. En revanche, ils n'ont pas les mêmes ingrédients. Donc déjà, on a des laits qui sont bio, d'autres qui ne sont pas bio. On a qui sont faits à partir de lait de vache, d'autres de lait de chèvre, d'autres de protéines de riz, par exemple. Donc je dirais après, c'est plutôt aux familles de choisir en fonction de leurs convictions par rapport à la liste des ingrédients. Mais c'est pas très facile parce que en fait, sur les boîtes de lait, il y a une quantité assez astronomique d'ingrédients. Donc il faut arriver à détecter ce qui est bien et moins bien pour la santé du bébé. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais globalement, je conseille aux familles de choisir en fonction de leurs convictions. Si par exemple c'est une famille qui ne mange pas ou qui ne boit pas de lait de vache, elle peut partir sur un lait de chèvre. Si on est sur une famille végétalienne, on va partir sur un lait de riz. Voilà, après ça se choisit en fonction des convictions et puis après on s'adapte au bébé puisque bah je dirais un coup sur 5 ça passe pas pour le bébé, donc il faut changer et trouver autre chose. et le lait de riz, c'est suffisamment nutritif pour l'enfant? Il est En boosté fait, un peu? c'est exactement la même chose que le lait de vache ou le lait de chèvre infantile. Alors bien sûr, on parle pas du lait de riz genre Bjorg qu'on trouve au supermarché, hein. On Oui, bien parle du sûr. lait de riz infantile, mais c'est vraiment exactement la même chose que le lait de vache ou le lait de chèvre. C'est aussi nourrissant parce que c'est standardisé. Donc en fait, c'est juste qu'on utilise des protéines de riz au lieu d'utiliser des protéines de vache. Ce qui a l'avantage d'être idéal pour les bébés qui ne tolèrent pas le lait de vache, voire parfois pas le lait de chèvre non plus, puisque l'allergie au lait de vache, elle est souvent croisée à l'allergie au lait de chèvre. Mais après, c'est la même chose. Il y a la même quantité de fer, d'acides gras essentiels, de tout à l'intérieur, quoi. Oui. Donc c'est l'alternative au RGO ou colique lorsqu'on a testé le frein de langue et qu'on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes problématiques. Ouais, Euh, exactement. ok. Et dernier point sur les coliques chez le nourrisson ou même les RGO. Euh, quand c'est du coup la mère qui consomme des aliments qui peuvent être irritatifs, est-ce que tu as des conseils justement là-dessus? Bah, en fait, des fois, c'est difficile de savoir ce qui pose problème. On conseille toujours de faire une éviction du lait de vache parce que c'est vraiment le premier ingrédient qui pose problème chez les bébés, c'est-à-dire c'est vraiment celui qu'on retrouve dans quasi la totalité des cas où il y a un problème de tolérance. Donc déjà, on dit à la maman d'enlever le lait de vache et tout ce qui en contient, donc le beurre, la crème, enfin, tout ce qu'on va utiliser avec du lait de vache. Attention à tous les produits industriels qui malheureusement aujourd'hui contiennent du lait de vache ou des protéines de lait de vache. Donc, il faut vraiment chercher sur les étiquettes, faire bien attention quand on va au resto, tout ça. Donc, c'est assez contraignant. Après, si on voit qu'il y a une intolérance digestive ou immunitaire et qu'on ne sait pas laquelle c'est, bah, il faut tester. Et ça, c'est très compliqué et très long parce que bah, des fois, le bébé ne tolère pas l'œuf en fait que la maman mange. Parfois, c'est un légume en particulier. Donc, en fait, bah, la maman, on conseille de faire un petit cahier où on note tout. On note tout ce que la maman mange et on note les réactions du bébé et on arrive comme ça petit à petit à trouver l'aliment qui peut être problématique. On l'enlève du régime de la mère et on voit si l'enfant va mieux. Si c'est le cas, ben, c'est que c'est cet aliment qui est problématique. C'est assez complexe de faire ça. Ok. Dans ce cas-là, il vaut mieux aller voir un pédiatre allergologue parce qu'ils ont l'habitude et surtout ils connaissent les aliments qui sont souvent en cause, donc on peut faire des évictions comme ça. On peut aussi faire des tests chez l'enfant pour regarder s'il n'est pas allergique justement à ces aliments-là pour éviter à la mère de tout tester un par un, quoi. Ok, génial. Oui, il faut se faire épauler de toute façon. Oui, oui, oui. Ok, on va passer à la diversification alimentaire. Du coup, quand est-ce qu'il faut commencer et par quoi? Alors, les recos aujourd'hui en Europe, en tout cas, on commence entre 4 et 6 mois quand l'enfant est prêt. Donc 4 mois révolus, c'est-à-dire 4 fois 30 jours que le bébé est avec la famille, quand il est prêt. Donc c'est assez vaste comme information et en même temps c'est très bien parce que je dis souvent que comme tous les développements, tous les enfants ne se réveillent pas le même jour pour marcher ou pour parler. Donc c'est pareil pour l'alimentation, on a vraiment des bébés qui à 4 mois sont prêts et ont envie d'essayer, il n'y a pas de raison de les frustrer. Et il y a des bébés qui à 6 mois sont à peine prêts et pour autant on va pas leur donner avant, s'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Donc l'idéal c'est vraiment de suivre son bébé et quand on pense qu'il est prêt, de lui proposer quelque chose et de voir ce qui se passe. Si l'enfant
porté à la bouche et commence à manger, c'est qu'a priori il est prêt, on peut continuer. Si c'est pas le cas, on peut le laisser découvrir avec ses mains, c'est pas un problème. Mais s'il porte pas à la bouche, il faut pas forcer parce que quand on force, des fois après il y a des petits blocages alimentaires qui se créent et ça peut être difficile de lancer la machine. Donc c'est bien de laisser faire l'enfant. C'est une des raisons pour laquelle on encourage l'autonomie chez le bébé dès le début de la diversification alimentaire, parce que ça permet vraiment à l'enfant de suivre son propre rythme et de ne pas être influencé par l'adulte. Donc nous, on conseille, quand on pense que l'enfant est prêt, de tremper la cuillère dans un pot de purée ou de compote et de tendre la cuillère à l'enfant et de le laisser se débrouiller. À 4-6 mois, ils savent attraper une cuillère et la porter à la bouche si c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et s'ils le font pas, c'est qu'ils sont pas prêts, on peut recommencer un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour ce qui est de ce que l'on va donner à l'enfant, avant 6 mois, il n'y a pas de besoin nutritionnel. C'est-à-dire que le lait couvre vraiment 100% des besoins. Donc, il y a vraiment zéro stress à avoir sur les besoins nutritionnels de l'enfant dans les repas. Donc, on peut commencer, si on commence avant 6 mois, nous, on dit on peut commencer par des légumes ou des fruits cuits, c'est ce qu'il y a de plus digeste. Donc, déjà, ça va éviter que l'enfant ait des troubles digestifs parce que l'estomac n'est pas encore tout à fait mature, le système digestif en général. Donc, on commence par des choses qui sont très digestes et si ça se passe bien, après, on peut continuer avec de tout. Aujourd'hui, les recos, et notamment Santé publique France depuis 2019, dit on peut tout donner au bébé dès le début, sans distinction et sans retarder l'instruction de quoi que ce soit. Avant, il y avait plein de règles, on ne donnait pas ci avant 1 an, pas ci avant 18 mois, etc. On arrête de faire ça parce qu'en fait, ça n'a aucun sens. On s'est rendu compte que chaque enfant est différent et qu'il n'y a pas tous les enfants qui ont besoin d'attendre telle date pour avoir tel ou tel aliment. Donc aujourd'hui, on conseille une diversification la plus large possible, y compris avec les allergènes majeurs, donc tout ce qui va être fruits à coque, arachides, les œufs, le poisson, etc. Dès le début, on peut tout donner et si l'enfant ne tolère pas un aliment, bien entendu, on le met de côté, mais on peut continuer avec tout le reste. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, a priori, d'avoir le plus de tolérance digestive et immunitaire sur la plupart des aliments. D'accord. Bon, c'est surtout comme Max disait tout à l'heure, le respect des besoins et des sensations de l'enfant, en fait. Ouais, en fait, globalement, l'enfant, il sait se nourrir tout seul depuis qu'il est né. Donc, même dans le ventre de sa mère, il sait comment il faut faire pour bien se développer. Donc, en fait, de manière innée, le bébé, il vient téter quand il a besoin, il s'arrête quand il a plus besoin. Et c'est pareil sur l'alimentation. C'est vrai que c'est le seul développement où on fait à la place de l'enfant. C'est une réelle problématique aujourd'hui. Je pense que dites assez aux bébés, aux familles, en fait, on ne fait pas marcher un enfant qui ne marche pas tout seul. En fait, on ne devrait pas faire manger un enfant qui ne mange pas tout seul non plus. Ça a autant d'impact sur le développement du comportement alimentaire que le fait de mettre un enfant dans un youplala, ça peut avoir un impact sur son développement moteur. Aujourd'hui, les bébés qui sont nourris par l'adulte sont des bébés qui sont passifs à table et qui n'apprennent pas par eux-mêmes et qui souvent ne sont moins intéressés. Ok. Et à partir de 6 mois, si mon enfant il mange pas parce qu'il est malade et qu'il saute 2-3 repas, comment faire? Parce que ça peut vite être compliqué. Alors, c'est souvent anxiogène pour la famille parce que souvent, effectivement, on a l'impression que l'enfant va manquer de quelque chose. Mais en réalité, les enfants, normalement, compensent avec le lait. Souvent, quand ils sont malades, ils vont pas beaucoup manger ou pas du tout manger et ils vont boire un peu plus de lait et ça va compenser. Et quand ils seront plus malades, après, ils peuvent reprendre une alimentation variée. Vraiment, ça se fait de manière assez instinctive et quand on arrive à avoir ce lâcher prise en tant que parent et à regarder vraiment son enfant faire, on se rend compte très vite que finalement, ça se fait tout correctement. L'équilibre alimentaire, il se fait pas sur la journée. Et ce que vient pas chercher l'enfant le lundi, il viendra le chercher le mardi ou le mercredi. Ça se fait vraiment très facilement. Maintenant, parfois, et notamment avec les modes de garde, quand on a un bébé qui commence la diversification en hiver, donc en ce moment par exemple, on a plein de familles qui nous disent en fait il mange rien et puis la semaine d'après il mange rien non plus parce qu'il est de nouveau malade et puis la semaine d'après il a une otite et puis la semaine d'après il a une bronchio et compagnie. Donc c'est vrai que des fois c'est très compliqué et ça peut devenir très anxiogène parce que des fois les bébés perdent du poids au bout d'un moment parce qu'ils n'arrivent plus à s'alimenter. Et quand c'est vraiment critique, généralement le médecin conseille de sortir du mode de garde, en fait de garder son enfant à la maison le temps que l'enfant arrive à reprendre du poids et à retéter correctement, etc. Donc ça, c'est une réelle problématique, mais ça arrive que quand il y a un enchaînement de maladies, en fait. Normalement, l'enfant, quand il est malade 3 jours, après, il reprend ce qu'il a perdu et il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Et l'organisation, justement, quand l'enfant il est gardé par une nounou ou en crèche, au niveau de la diversification et de la gestion de tout ça? En fait, ça c'est un souci qu'on a sur le terrain parce que nous on encourage vraiment les familles à laisser les enfants s'alimenter seuls. Vraiment,
le respect des besoins et des sensations que l'enfant sait tout seul au fond de lui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes de garde aujourd'hui qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et du coup, on est obligé en fait d'informer, mais parfois on n'a pas le choix et la famille veut faire avec de l'autonomie, mais la nounou ne veut pas. Et parfois, il n'y a pas de discussion possible sur le sujet et du coup, on est bloqué. Donc, c'est vrai que nous, on conseille vraiment aux familles d'insister, d'en discuter pour essayer de faire comprendre en fait que ça ne sert à rien de nourrir l'enfant et que ça peut même être néfaste, on va dire, pour le développement de son comportement alimentaire. Mais parfois, c'est pas possible de discuter et dans ce cas-là, on fait comme on peut et on va travailler beaucoup à la maison. Avec de l'autonomie pour que l'enfant retienne principalement ce qui se fait à la maison et qu'il arrive à se développer quand même avec un rapport sain à l'alimentation. Nous, de toute façon, on conseille de nourrir les bébés 2 à 3 fois par jour dès le début et donc aussi le matin, le soir, en fait aussi sur le temps où on est à la maison. Donc voilà, si l'enfant est nourri, voire gavé parfois le midi et au goûter, on va essayer de contrebalancer matin et soir en lui laissant une pleine autonomie et une découverte des aliments vraiment avec les 5 sens, ça va permettre de contrebalancer un petit peu ça, quoi. Oui, donc au niveau de la quantité, c'est l'enfant qui détermine. C'est pas le pot de compote qui détermine la quantité que l'enfant doit consommer. Exactement. Exactement. C'est quoi? C'est quand l'enfant s'arrête? En fait, c'est quand l'enfant s'arrête, exactement. Après, il peut s'arrêter pour un aliment et vouloir autre chose. Donc, on peut vous proposer un deuxième aliment. Mais en tout cas, effectivement, le seul à savoir combien il a besoin, c'est l'enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation. En fait, il n'y a aucun article scientifique, aucun rapport d'autorité de santé qui nous donne des quantités. Les quantités sont dictées par les industriels aujourd'hui, parce que quand ils font un pot, ils sont bien obligés de mettre une certaine quantité dedans. Et il y a des espèces de normes qui se sont faites par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, la norme, c'est à 6 mois, tu manges un petit pot de 200 grammes. Mais en fait, c'est une aberration. Le bébé à 6 mois, il a une place qui fait 150 ml. Donc, s'il prend sa tétée de 120, il lui reste 30 grammes de place. Et c'est réellement ce que mangent les enfants en autonomie. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment se détacher de ça. Et le rôle de l'adulte, c'est de venir apporter un aliment qui est nourrissant et qui répond aux besoins de l'enfant. Donc, effectivement, venir apporter tous les jours une source de fer, tous les jours des acides gras essentiels, des féculents quand l'enfant se déplace. En fait, venir apporter ce que l'enfant doit manger. Mais c'est à l'enfant de choisir ce qu'il mange, dans quel ordre et en quelle quantité. Il n'y a que lui qui sait combien il a besoin chaque jour pour venir compléter ses apports par rapport à ce qu'il a bu ou non, etc. Donc ça, c'est vraiment... il faut arriver à se détacher de ça pour permettre à l'enfant de faire seul. Et ça, c'est assez difficile pour notre génération de parents parce que nous-mêmes, on a été gavés à la cuillère pendant des mois et on a perdu en fait cette notion-là. La plupart d'entre nous mangent parce qu'il faut manger à telle heure, toujours le même type d'assiette, alors que si on a fait du sport ou qu'on n'en a pas fait, c'est pas la même chose, on n'a pas la même dépense d'énergie. En hiver, en été, on n'a pas la même dépense d'énergie non plus. Enfin, il y a plein de variabilités qui devraient se faire, mais en fait, il n'y en a pas parce qu'on ne sait pas manger en s'écoutant. Alors que les bébés qui mangent en s'écoutant dès le début, ils gardent ça, en fait, ils se construisent leur comportement alimentaire comme ça, et ça fait des enfants qu'on appelle des mangeurs conscients, qui vont venir après manger en fonction de leurs réels besoins de leur sensation de faim et de satiété et pas en fonction de ce qui est écrit sur le pot ou de ce qu'a décidé tati ou mamie, quoi. Et tu parlais tous les jours une alimentation qui apporte du fer, des acides gras essentiels. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, pour toi, tes 5 essentiels pas dans la journée, mais dans la semaine, peut-être même les grands oubliés, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas. Alors, en fait, le bébé, jusqu'à 6 mois, il n'y a pas de besoin nutritionnel, donc on fait ce qu'on veut. À partir de 6 mois, il y a des besoins, et notamment en fer et en acide gras essentiel, en plus du lait. Donc, on continue à proposer le lait à la demande comme on faisait, mais il va falloir rajouter une source de fer quotidienne. Donc, le meilleur endroit pour trouver le fer, c'est les protéines, donc viande, poisson, œufs ou légumineuses. Donc, chaque jour, on va proposer une de ces catégories-là. Et les acides gras essentiels, on va les trouver principalement dans les poissons gras, les huiles végétales et les corps gras végétaux comme les oléagineux, par exemple, donc amandes, noisettes, cacahuètes, etc. Donc, tous les jours, on conseille de donner une cuillère à café d'huile à l'enfant et une cuillère à café d'oléagineux en plus du reste. Ça, c'est vraiment ce qui va venir nourrir l'enfant. En fait, venir combler les petits manques par rapport au lait. Après, les fruits et les légumes, c'est de la découverte. C'est vraiment, ça n'a aucun intérêt nutritionnel chez le bébé de 6 mois. Il est nourri avec plein de vitamines et de minéraux dans son lait. Il n'a pas besoin d'aller chercher celui du fruit. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que le fruit et les légumes, c'est pour la découverte sensorielle. C'est pour que l'enfant soit capable de les apprécier et de les manger par la suite. Mais il n'y a pas un besoin nutritionnel à manger de la carotte ou de la courgette. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est la protéine et la matière grasse chaque jour.
et de venir rajouter les féculents quand l'enfant se déplace, parce que là, il va y avoir une dépense énergétique qui va être supérieure dès qu'ils font du 4 pattes, par exemple. Et donc, si on n'apporte pas de féculents, la courbe de poids va avoir du mal à tenir et en général, ça va stagner. Donc, il faut vraiment venir apporter des féculents à l'enfant, donc les proposer tous les jours, à chaque repas, et l'enfant vient les manger quand il peut les manger. Ok, parfait. Bon, et on en vient du coup à la question, qu'en est-il du coup des familles qui sont véganes ou végétariennes? Parce que là, tu parles à la fois de l'apport en fer. Bon, c'est sûr qu'il y a les légumineuses qui vont pouvoir combler cela, et les acides gras essentiels. euh, il va falloir en surconsommer du coup. Alors, en fait, je crois que la question, on la pose pas vraiment comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles qui mangent une alimentation principalement végétale. Je crois que c'est très bien par rapport à notre santé et notre planète, parce qu'on est clairement en France, on consomme trop de protéines animales, c'est une certitude sur tous les enfants. Donc, De je mauvaise pense que c'est très qualité. bien. Ouais, exactement. Donc, c'est très bien d'aller dans ce sens-là d'une manière générale. Après, c'est comme dans tout, à chaque fois qu'il y a un régime avec une éviction, effectivement, il va falloir venir compenser avec d'autres choses. Donc, ce que l'on regarde, en tout cas, chez les bébés, nous, qu'on accompagne, c'est ce que l'enfant va réellement manger. Si, dans la semaine, il a régulièrement de l'œuf, par exemple, et des légumineuses tous les jours, avec une bonne source de vitamine C qui vient aider à l'absorption du fer, et des céréales complètes qui viennent compléter l'apport en protéines, tout ça, finalement exactement comme chez l'adulte végétarien, en général, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de s'inquiéter et tout roule. Si on a un doute, bien évidemment, on fait un bilan sanguin et on regarde si l'enfant n'a pas de carence, bien évidemment. Mais généralement, il n'y a pas de souci. Quand c'est bien mené, quand l'alimentation végétarienne elle est bien menée, il n'y a pas de souci. Pour les enfants qui sont végétaliens ou qui ne consomment pas leurs protéines, parce qu'il y a aussi des enfants qui décident de ne pas manger leurs protéines, hein, et c'est comme ça, là, on va par contre mettre en place une supplémentation systématique, exactement comme chez les adultes, s'il n'y a aucun produit animaux dans l'alimentation. Donc ça va venir compléter finalement les apports. Mais il faut bien que tous les jours, on ait de toute façon une source de fer, ça ne changera pas. Donc tous les jours, on va proposer des légumineuses avec des céréales complètes, etc. Exactement comme chez l'adulte en fait. Si c'est bien mené, il n'y a pas plus de problématiques que chez les autres enfants. Ok, il faut juste veiller à ce qu'il n'y ait pas de déficit qui pourrait mener par la suite à des carences en fait. Exactement. En fait, Mm. ce qu'il faut savoir, c'est que la carence en fer, c'est la carence qui est la plus présente chez les petits en général, bébés et même les enfants jusqu'à 6 ans facilement. Mais bien souvent, quand il y a une carence, c'est pas les gens qui mangent pas de viande en fait, hein. C'est souvent des enfants qui absorbent mal le fer en fait. Et ça, on n'y peut rien et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a pas, enfin, on n'a pas assez d'infos encore sur le sujet, donc on est encore embêté là-dessus. Donc on va supplémenter ces enfants-là et puis point barre. Mais voilà, nous en tout cas, les familles qu'on accompagne, qui sont du coup bien accompagnées sur le plan nutritionnel forcément, donc ils savent exactement ce qu'il faut donner, etc. Quand il y a des carences en fer, c'est pas les bébés végétaliens, c'est les bébés en général, végétaliens, omnivores ou autres, qui n'absorbent pas bien le fer. D'accord. Et est-ce que tu aurais une conclusion sur le sujet du coup? Euh, Une Parce conclusion qu'on va arriver à générale, la fin du ouais, podcast. je dirais la conclusion générale que j'aime bien faire à chaque fois qu'on me pose des questions sur l'alimentation de l'enfant, c'est toujours la même, c'est que plus l'enfant est autonome, plus il va continuer à s'écouter, chose qu'il sait faire depuis la naissance vraiment. Et en fait, ça prévient toutes les problématiques ou presque par la suite. Un enfant qui mange quand il a faim, qui s'arrête quand il n'a plus faim et qui mange ce que son corps lui dit de manger, est un enfant qui n'aura pas de surpoids, pas d'obésité, pas de troubles du comportement alimentaire, etc. Donc, je pense vraiment que l'adulte devrait se concentrer plus sur la qualité de ce qu'on propose aux enfants, que ce soit bébé ou autre, hein, d'ailleurs. Et puis, laisser les enfants manger en fonction de leurs besoins et de leurs sensations. Ils sont les seuls à savoir. Et généralement, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux quand chacun est à sa place, on va dire, dans le développement, quoi. Beaucoup moins de crises pendant les repas, Aussi. si on met ça en place. Ouais, je suppose. Aussi. Petit, il n'y Ouais. a pas de crise chez les bébés, mais après, oui, à partir de Ouais. 15-18 mois, il y a ce qu'on appelle les phases d'hypersélectivité alimentaire, où l'enfant va refuser les aliments. Plutôt que de s'acharner à forcer l'enfant à manger tel ou tel légume tous les jours, en fait, il vaut mieux lâcher prise et laisser faire. Le développement du comportement alimentaire, il se fait tout seul et c'est normal. Et en fait, l'enfant, il va refuser les carottes pendant une semaine et puis il reviendra après, il passera à autre chose. En fait, il découvre sa capacité à dire non, à choisir les aliments, à affiner ses goûts et c'est très bien comme ça. Donc plus en fait on essaye de faire à la place des enfants et plus ça crispe et ça peut être problématique d'un point de vue santé aussi. Donc ça, c'était le conseil de la fin. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube
un compte où est-ce qu'on pourrait te retrouver, toi, que tu puisses faire un Alors peu de pub pour toi? effectivement, je suis sur Instagram toute la journée. Donc c'est presque mon activité principale aujourd'hui parce que en fait je gère l'activité Amstouille aujourd'hui, donc une équipe de 16 professionnels, mais moi aujourd'hui je fais beaucoup d'informations sur Instagram, donc effectivement sur mes deux comptes, Amstouille bébé et Amstouille bambin, en fonction de l'âge de l'enfant, j'y suis tous les jours et je peux répondre à toutes les questions. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais aux futurs parents ou aux parents qui nous écoutent, qui sont dans cette période de vie de leurs enfants? Eh ben, mon premier livre est sorti en mars dernier. C'est un livre en fait qui récapitule les 108 questions qu'on m'a le plus posées sur les 3 dernières années. Donc sur l'alimentation du 0-2 ans. On a borné au 0-2 ans. Mais en fait, j'ai vraiment répondu aux questions qui reviennent tous les jours, tous les jours, tous les jours, que ce soit sur Instagram ou quand on me propose des ateliers, tout ça. Donc voilà, mon livre 108 questions, c'est aux éditions Hatier sur l'alimentation du 0-2 ans. Et je viens de finir mon second livre. J'ai pas encore le droit de dire ce que c'est exactement, mais ça sera pour une sortie en 2024. Ok, top. Et un autre livre en ressources externes que tu pourrais nous conseiller, qui t'inspire? Difficile. Ouais, difficile. Je suis pas une grande lectrice en général et j'aime pas bien conseiller des livres avec des recettes en général parce que Mhm. souvent, c'est des choses qui sont figées dans le marbre, on va dire. Or, les choses évoluent au fur et à mesure, mais j'ai bien aimé suivre les livres des professionnels canadiens il y a 5-6 ans parce que c'est eux qui ont vraiment impulsé cette histoire d'autonomie. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes canadiennes qui ont fait des livres qui sont sympas, comme Bébé mange seul par exemple. C'est les livres qui m'ont moi le plus inspiré quand je me suis lancée sur l'activité, quoi. Ok, super. Bon, bah écoute, je te remercie pour ton temps. Euh, J'espère que les auditeurs, ça les a intéressés autant que nous. Ben écoute, on se reverra peut-être pour un épisode 2 plus tard sur un autre sujet. Julie, il va être l'heure pour toi, je crois. Ça tombe bien. Ok, On est arrivé au bout du podcast. Ben, je te remercie encore et bonne journée à toi. ça marche. Merci. Allez, ciao. Ciao, ciao.